Bravo aux courageux. Hein. Oui, bravo aux Formidable. courageux. Alors bonjour, j'ai autour de moi Jacques Attali, qui est l'économiste, l'écrivain et le grand conseiller d'État qu'on n'a pas plus besoin de présenter. Jean Loisy, qui dirige à Paris le Palais de Tokyo, et Dominique de Fonréau, qui est directrice du musée de la Croix et conservatrice en chef au musée du Louvre, chargée du projet du Louvre à Abu Dhabi. Alors nous avons assisté hier soir à une conférence live de Jacques Attali, qui était vraiment tout à fait inédite. Nous n'allons pas revenir sur les coulisses de cette soirée parce que le réalisateur Laurent Perrault, qui a mis en image cette soirée, est venu nous en parler il y a 2 jours. Mais en revanche, il se trouve que l'ouvrage de Jacques Attali, Une brève histoire de l'avenir, qui a inspiré la conférence d'hier, a également inspiré une exposition qui va se tenir au Louvre à la rentrée. Et Dominique de Fonréau et Jean Loisy en sont les commissaires. Et donc ce matin, avec Jacques Attali, ils ont eu la gentillesse d'accepter de venir nous livrer la primeur de leur projet. C'est un projet qui va démarrer le 24 septembre. Voilà. Donc je me tourne vers vous, Jacques Attali. Brève histoire de l'avenir a été un grand succès de librairie. Il a été réédité plusieurs fois. Il est de nouveau, je me permets de le montrer, réédité. Il est à chaque fois réactualisé depuis 2006. Mais donc, avant qu'on en vienne au projet d'exposition, est-ce que vous pourriez nous dire comment était déjà né le projet du livre ? Le projet de ce livre est né du désir de faire une synthèse de travaux que j'ai fait depuis longtemps sur différentes dimensions de l'avenir. J'ai écrit des histoires de l'avenir sur beaucoup de secteurs. J'ai écrit l'histoire de l'avenir de la musique, du temps, de la propriété, de l'idéologie, et sur un très grand nombre de sujets. Et à un moment, j'ai eu envie de le faire une sorte de synthèse de cela, une sorte de rapport d'étape sur ma pensée. Donc j'ai écrit ce livre assez vite finalement. En fait, c'est pas du tout, c'est plus un travail de synthèse pour mettre ces idées simples. Et ce livre est donc une façon de raconter l'histoire de l'humanité, de l'Antiquité jusqu'à après-demain, de façon linéaire et non pas de façon probabiliste. Et donc ce livre est d'abord un exercice pédagogique. Alors, je vais vous poser une question un peu innocente. Est-ce que anticiper l'avenir, c'est simplement tirer les leçons du passé, finalement ? Est-ce que l'histoire se répète toujours ? Non. D'ailleurs, non, évidemment non. D'ailleurs, mon prochain livre qui paraît en septembre, c'est une réflexion sur peut-on prévoir l'avenir, justement, pour essayer de donner les clés des méthodes, que je ne donne pas là, parce que je donne mes prévisions sans dire comment j'y arrive. Mais pour comprendre l'avenir, tant de soi-même que d'une famille, d'une nation, d'une entreprise, il est très important de connaître le passé. Parce que dans le passé, il y a à la fois des grands invariants, des choses qui se répètent, mais il y a aussi des choses dont on échappe. Et donc l'avenir n'est pas une répétition du passé, mais l'avenir se nourrit de ce que nous sommes et de ce qui crée notre identité et ce dont on ne déviera pas si on y arrive. Donc la connaissance du passé apporte ça. Elle apporte aussi des leçons extraordinaires parce que même si ça ne se répète pas, il y a des lois, il y a des règles, il y a des expériences qui se répètent dans leur logique, dans leur stratégie, même si elles ne sont pas des constantes. Et donc la connaissance vaste de l'histoire, pas seulement de l'histoire politique, de l'histoire économique, de l'histoire sociale, de l'histoire idéologique, l'histoire matérielle, comme le disait Fernand Braudel, est absolument essentielle si on veut comprendre l'avenir. Mais évidemment, il ne faut pas extrapoler, c'est très très dangereux. Mais j'ai souvent l'impression que quand l'histoire ne se répète pas, c'est que c'est mauvais signe. C'est-à-dire qu'il y a cataclysme, voilà, il y a catastrophe nucléaire. C'est ce que disait Marx, mais c'est pas tout à fait, je crois pas exact, parce que quand l'histoire ne se répète pas, c'est que on change de paradigme. C'est la célèbre phrase qui m'arrive souvent de citer dans un autre contexte, qui est cette réflexion sur la phrase de l'Ecclésiaste qui dit « rien de nouveau sous le soleil ». Beaucoup de rabbins disent « mais comment pouvez-vous dire pas de nouveau sous le soleil, ça n'a pas de sens. Nous sommes la nation qui veut montrer l'avenir, penser à la construction du destin de l'humanité. Rien de nouveau sous le soleil, ça veut dire que tout se répète. » D'autres disent « vous n'avez rien compris. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil parce que le nouveau est au-dessus du soleil. » Autrement dit, il faut changer de paradigme. Et donc, le fait que ça se répète, c'est à la fois quelque chose qu'on peut espérer. Les peuples anciens tremblaient à l'idée que le jour ne se lève pas, que la pluie ne revienne pas, donc ils étaient dans la perpétuelle réflexion sur la répétition du même. Mais depuis que nous avons inventé
pour notre bonheur et notre malheur, l'irréversibilité du temps, nous avons inventé à la fois l'idée de la dégradation, du déclin, et l'idée du progrès. Et dans le progrès, il y a désir, il y a manque, il y a tout ce qui fait notre bonheur et notre malheur. Mais ça, c'est inévitablement quelque chose qui fait que l'avenir n'a de sens que s'il est différent du passé. Très bien. On va peut-être en venir maintenant à l'exposition, à ce projet. Comment est né le projet C'était votre idée, je crois, en fait, à l'origine. Non. Le projet m'a été amené oui. De plusieurs façons différentes. D'accord. Et parce que ce livre a donné lieu à beaucoup de choses. Il y a eu une bande dessinée, voilà, il y a eu un film. Ça vous a donné l'idée qu'il y avait une mise en image possible. Quelqu'un est venu m'apporter ce projet, est venu m'apporter cette idée. Puis ensuite, on a cherché la meilleure façon de faire. On m'a dit qu'il y avait quelqu'un d'incontournable qui était Jean. Et donc j'ai été voir Jean en lui proposant de s'y associer. Il m'a dit tout de suite oui. Et puis ensuite, on a commencé à travailler avec Jean sur quelle serait la structure possible de cette exposition. Jean a fait une sorte de musée imaginaire et on hésitait sur les lieux à contacter. Et puis à un moment, j'ai dit à Jean, dans votre musée imaginaire, il y a trop d'œuvres du Louvre. Et on ne peut pas se promener avec un catalogue où il y a tant d'œuvres du Louvre sans avoir l'avis, au moins par politesse, de celui qui pourrait avoir à nous prêter ses œuvres si on fait cette exposition quelque part. Donc nous avons été voir Henri Loirette. Qui était le précédent directeur du musée du Louvre. Et Henri, quand il a vu le projet, que je lui ai dit, ça serait bien que vous nous prêtiez des œuvres, il a dit non, je ne peux pas vous prêter des œuvres, je veux que l'exposition ait lieu ici. Ce qui était quelque chose auquel on n'avait pas rêvé. À ce moment-là, Henri a immédiatement demandé à Dominique de se joindre au projet, et le projet est parti. Il devait d'ailleurs avoir une deuxième partie qui était au Palais de Tokyo, qui finalement aura lieu à Bruxelles pour des raisons de calendrier. Donc il y a une double exposition à Paris et à Bruxelles. On va y revenir, oui. On a pas mal l'habitude d'adaptation de livres au cinéma, mais l'adaptation de livres au format d'expo, c'est quand même quelque chose de moins courant. Jean, comment on fait pour mettre en image un texte sans être tout simplement illustratif? En fait, ce qui est très important, et qu'on a travaillé avec Dominique exactement sur ce sujet-là, c'est que la puissance des œuvres fait qu'elles échappent à l'illustration. Elles ouvrent notre conscience, elles sont actives en nous et nous renvoient à quelque chose qui est très important par rapport au sujet du livre, qui est notre responsabilité interprétative. Et au fond, l'intérêt d'une exposition par rapport à cela, c'est ce renvoi que les œuvres font en témoignant de moments de l'histoire de l'humanité, toujours regardés depuis le présent, puisque l'exposition n'a pas un moment où l'art contemporain, c'est-à-dire les artistes, les meilleurs artistes d'aujourd'hui, de toutes les sociétés, de toutes les cultures, de Chine, d'Égypte, de France, etc., ne mettent en perspective cela. Et bien à chaque fois, l'interprétation qui est laissée au public le met en situation de responsabilité, et j'ai l'impression que la responsabilité est le sujet du livre. J'ai l'impression que le sujet du livre n'est pas seulement de faire une histoire linéaire, mais c'est de renvoyer chacun d'entre nous à leur responsabilité, à la façon dont ils s'emparent du temps et du futur. Donc c'est pour ça que cette exposition avait un sens en tant qu'exposition. Alors, c'est une exposition qui, comme vous venez de le souligner, intègre à la fois des objets d'art anciens et des objets contemporains. Donc il y a une espèce... Alors, est-ce que vous avez fait un parcours libre par rapport au livre? Est-ce que vous l'avez respecté au pied de la lettre? Vous connaissant, je sais que vous avez pris des libertés, mais quelle liberté avez-vous pris et avec quel accord ou avec quelle, parfois, lutte entre vous, vous trois Ça n'a pas été très violent, pour tout vous dire. Mais... Je dis ça avec un peu de déception dans la voix. Non, parce qu'il se trouve que Jacques nous a laissé très libre de cette interprétation, a enrichi notre conversation, de Dominique et moi, avec des conseils, des avis, mais pas avec des impératifs. Et la liberté qu'on a pris, je dirais que c'est de commencer l'exposition avec le contraire de ce que dit Jacques. C'est-à-dire... Ça ne m'étonne pas de vous. Jacques dit, à juste titre, c'est un livre qui est prédictif, qui est le résultat d'une analyse prédictive. L'exposition ne pouvait pas être le résultat d'une analyse prédictive. Elle pouvait commencer que par l'interrogation et le mystère dans lequel nous sommes pour regarder ce que nous sommes et comment nous devenons. Et ce que nous devenons. Donc l'exposition commence par la question
d'un destin qui nous échappe complètement et qui est remis, au fond, à une analyse céleste, alors que nous pensons aujourd'hui que c'est pas les dieux qui décident notre avenir, c'est notre responsabilité. Donc Comme vous en êtes revenu au Piti, c'est ça, quasiment? Alors, la question est évoquée. Dominique va en dire un mot, mais à la fin, oui, mais juste pour terminer là-dessus, l'exposition commence avec ces grandes interrogations sur la roue du destin. Comment est-ce que les hommes imaginent l'enchaînement des causes et des conséquences qui font que l'histoire se construit. Et au fond, il y a un tableau très important de Bruegel qui est à l'entrée de l'exposition, qui est les aveugles, la parabole des aveugles, qui guide des aveugles. Et au fond, je dis que ça s'oppose à ça parce que l'interrogation sur le destin est une interrogation permanente de l'histoire des hommes, Jacques le rappelait, et je préférais qu'on commence par l'obscur plutôt qu'on commence par les grandes déductions et voilà. Et les questions de la divination sont évidemment très importantes, et dans le grand cycle de l'exposition, elles bouclent l'une et l'autre, la question de l'obscurité et de la divination, pour montrer à quel point la prédiction est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant que la divination. Voilà. Tu veux sans doute ajouter quelque chose? Non, peut-être pour ajouter ce que tu viens de dire, Jean, sur l'enjeu de l'interprétation, qui me semble le mot juste, un peu comme on interprète une œuvre musicale ou une œuvre théâtrale. Je trouve que c'est vraiment le mot juste. Et pour aussi cette idée de la responsabilité des visiteurs, on a conçu un parcours dans l'exposition, une scénographie dans l'exposition qui permet à la fois d'avoir une déambulation autour d'un grand récit, donc on peut aussi se dire qu'il y a des grandes scansions, et puis des choses auxquelles on a beaucoup tenu tous les deux, je crois, c'est des sortes de petits excursus d'une certaine manière, un peu comme des digressions, comme des chemins de traverse, avec différents petits cabinets, autour de la mélancolie, un tour des jardins, un tour de la transmission des savoirs, enfin, donc voilà. Et ça permet aussi que le visiteur, d'une certaine manière, s'approprie l'exposition. C'est-à-dire qu'il n'est pas là vers quelque chose qu'il regarde en spectateur, même si la notion de spectacle est importante, mais c'est quelque chose aussi qu'il va s'approprier, qu'il va composer, d'une certaine manière, par rapport à ça. Et puis, pour revenir sur ce que disait Jean, on conclut, effectivement, sur les figures de la prophétie, avec notamment, on a la chance d'avoir le très beau prêt de la Sibylle du Dominicain, qui est un tableau de la collection Borghese à Rome. On a des très beaux prêts pour cette exposition, il faut le dire, et puis un ensemble aussi d'autres œuvres liées à la prophétie. Et l'exposition se conclut sur, vous verrez, sur une sorte de très beau point d'interrogation, une acrobate sur un fil, qui peut-être aussi... Juste un mot, puis je vous laisse la parole, mais c'est pour dire que, puisque vous demandiez quelle était l'intervention de Jacques, elle était... D'abord, c'est inspiré par Jacques, il a eu des interventions très intéressantes. Par exemple, quand on raconte l'histoire en mettant des dominantes. La dominante qu'il a souhaité qu'on inclue et qui était finalement pas si facile et pas immédiate quand on est dans ce grand récit, il y en a deux. Il y a, par exemple, la conquête de la liberté. C'est-à-dire voir comment, depuis les premières entreprises, des échanges entre les hommes au moment des créations des premières cités jusqu'à la création des monnaies, etc., jusqu'à aujourd'hui, la conquête de la liberté est un des grands sujets du projet. Et la deuxième chose, c'était la préservation du savoir. Comment est-ce que dans des temps obscurs, il y a toujours un copiste, un moine... un savant qui va essayer de protéger la fragilité du savoir. La troisième chose qu'il a voulu qu'on mette et qu'on n'a pas mis, parce que c'est très compliqué à mettre, c'est l'importance de la musique tout au long de l'enchaînement de ces civilisations. Et donc la musique sera purement intérieure dans le projet. Avec quand même, la musique n'est pas là, c'est vrai, mais la notion de rythme est là. De rythme et de rythme. Et aussi cette scansion, et qui est aussi déjà une première évocation. Oui, c'est vrai, Jacques, hier, il y avait l'importance de la musique, et ça faisait partie. Et on sait que vous avez un grand intérêt pour la musique. J'aurais même pensé que vous étiez plus du côté, effectivement, du musical que du visuel. C'est pas forcément totalement votre champ. Même votre écriture n'est pas une écriture imagée, au sens du terme. Dans un de mes premiers livres qui portait justement sur la dimension prophétique de la musique, le premier chapitre était une analyse d'un tableau de Bruegel, pas le même, mais celui sur le combat de Carnaval et Carême, qui pour moi est un tableau prophétique. Donc j'ai aussi essayé souvent de me servir de l'image comme grille de lecture. Et dans ce tableau, il y a vraiment une analyse incroyable de l'histoire de l'humanité, comme dans d'autres. Mais c'est vrai que pour moi, la musique est à la fois ma vie personnelle et une formidable grille de lecture. Quand je regarde un pays, par exemple, je pose 3 questions. J'essaie de regarder sa démographie, sa cuisine et sa musique.
Et quand j'ai une idée femmes, claire non des trois, les femmes sont derrière chacune de ces trois choses, n'est-ce pas? Pas besoin ou devant chacune de ces trois choses. Donc c'est pas la peine de les mettre plus en avant que cela. Elles sont partout, et heureusement. Et donc la musique pour moi est vraiment une clé d'interprétation absolument. Mais alors, alors vous auriez souhaité effectivement qu'il y ait ce qu'ont une dit dimension, Dominique et Jean est exact, c'est-à-dire que, exact, correspond à mon regard aussi de notre travail commun. C'est leur exposition, c'est pas la mienne. C'est leur exposition. C'est d'autant plus leur exposition que je n'y connais rien, ce n'est pas ma langue. Et donc, j'ai regardé avec curiosité et gourmandise la traduction dans une autre langue de mon travail. D'ailleurs, étonnamment, la traduction par les commissaires de l'exposition à Bruxelles est complètement différente de celle de Jean. Oui, il faudrait y revenir. Elle est complémentaire, incroyablement complémentaire. Les deux expositions forment un tout, vraiment. Mais leur mode de traduction est différent. Et donc, moi, je regarde cela comme quelqu'un dont la passion dans la vie est d'essayer de dire les choses. Et je me suis souvent vu comme quelqu'un qui est devant une citadelle endormie et dont les portes sont fermées et qui ne sait pas qu'elle court à la catastrophe. Et j'essaye de frapper à toutes les portes. La porte principale à laquelle je frappe, c'est la porte de l'intelligence, de la raison, parce que c'est mon univers. Mais si d'autres veulent se servir de ma pensée pour ouvrir d'autres portes, tant mieux. C'est pourquoi j'étais content hier de le faire avec la musique et je suis très heureux de le faire avec le langage de l'exposition qui va amener d'autres gens d'ailleurs que mes lecteurs habituels à entrer dans une mode de pensée par d'autres voies. Jean et Dominique, vous connaissant, c'est vrai que vous n'êtes parfois pas forcément dans le langage de la raison, mais dans le langage ou de la poésie, ou de la métaphore, ou de la bifurcation, ou de l'allégorie. Donc c'est vrai que ce sont des chemins différents, sans doute pour arriver peut-être au même type de réflexion sur le monde dans lequel on vit, ou dans lequel on va vivre. Mais c'est vrai que c'est absolument deux univers différents là qui se sont accointés. Je t'en prie, Dominique. Oui, mais j'allais dire j'espère, c'est vous qui nous le direz, parce que moi, ce serait très immodeste de ma part de dire que c'est avec succès. On verra bien, on verra ce qui s'en passera, mais en tous les cas, avec plaisir. Et aussi, cet enjeu de la poésie, par exemple, effectivement, est très important dans l'ensemble du parcours de l'exposition, à la fois avec un certain nombre de textes, mais à la fois aussi avec des enjeux purement scénographiques, qui sont liés à la lumière, qui sont liés à la couleur, qui sont liés à la disposition. Et c'est vrai qu'au cœur de l'exposition, on a, est-ce que tu me pardonneras si on dit que c'est une forme de fantaisie que nous avons eu tous les deux, autour des nuages et des horizons, qui forment une part importante de l'exposition, à peu près à son milieu, où nous avons choisi aussi de montrer un certain nombre d'œuvres, à la fois contemporaines mais aussi anciennes, autour de la représentation du nuage et des horizons, comme une sorte d'aspiration à l'infini, à la rêverie, mais aussi au dépassement de soi, comme à la mélancolie, puisqu'on sait bien que la représentation du nuage, c'est aussi celui du temps qui passe et qui s'enfuit. Donc je crois qu'on a aussi essayé de faire varier les modes de regard, ce qui est la chance, c'est qui est le vocabulaire de l'exposition. Et du coup, est-ce que vous avez le sentiment que c'est une exposition qui témoigne d'une forme d'inquiétude ou au contraire d'une forme de sérénité? Est-ce que vous tendez vers quoi? Parce que l'ouvrage de Jacques Attali, voilà, disperse le chaud et le froid. On a la douche froide et puis après on a la douche chaude, mais on est quand même, on reste assez inquiet finalement après la lecture de cet ouvrage. Alors hier, on a entendu encore Jacques évoquer ses inquiétudes. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles cette exposition est importante, c'est que c'est une exposition qui est forcément inquiète et que le souci qu'a eu Jacques, je crois, de donner de l'importance à ce livre et de lui donner beaucoup d'interprétations, films, bandes dessinées, expositions, etc., vient du fait que c'est un livre qui engage notre futur et pour lequel il a un témoignage à formuler qui est d'importance. Et hier, on a bien entendu que la question du bien et du mal, il y avait une métaphore sur si une personne sur 1 million faisait ceci et si une personne sur 1 million faisait cela, le monde serait changé évidemment. Mais cette lutte entre le bien et le mal, elle est permanente. Et au fond, le tableau qui manque dans l'exposition, que ce soit celui de Delacroix en hommage à Dominique ou celui de Gauguin en hommage à nos amis bretons, c'est la vision après le sermon, c'est la lutte de Jacob et de l'Ange. La lutte de Jacob et de l'Ange qui se termine dans la Genèse par une métamorphose, c'est véritablement
véritablement la lutte intérieure entre ce qu'il y a de bon et de moins bon en nous. Et l'exposition est importante, et c'est pour ça que l'art est important dans une exposition, dans un sujet pareil. C'est parce que l'art, comme la littérature, pour paraphraser Bataille, explore ce qu'est l'humain dans ses perspectives les plus entières. Et nous confronte immédiatement à la question du mal, de l'horreur, de l'épouvante, de l'effroyable, et aussi de la bonté. Et au fond, l'interrogation sur ce qu'est l'humain et sur ce qu'est le mal, et ce qui nous permet, éventuellement, l'ayant affronté dans ces circonstances symboliques, de le surmonter, c'est l'art. Donc c'est quelque chose qui fait, à mon avis, que l'exposition est juste comme langage par rapport au sujet important vers lequel on la dirige. Je suis content que vous preniez la parole. Oui, dans le complément de ce que vient de dire Dominique et Jean, le danger avec le langage d'une exposition par rapport à ma pensée, c'est que le langage d'une exposition pose le spectateur en spectateur. Alors que, et Jean l'a très gentiment rappelé, ma pensée conduit à dire nous sommes maîtres de notre destin, le mal est possible, mais ça dépend que de vous de créer les conditions pour que ça n'ait pas lieu. Ça dépend que de chacun de nous. Et vraiment, ce que j'ai expliqué hier, notre destin peut être épouvantable seulement si nous sommes des spectateurs. Et le danger avec le langage de l'exposition, c'est de poser le visiteur en spectateur. Et c'est tout l'effort est remarquablement réussi dans l'exposition, que je vous laisserai découvrir, pour créer les conditions pour que tout le début de l'exposition soit une prise de conscience et qu'à la fin, ça débouche sur une volonté de se prendre en main et justement de ne pas être spectateur. Parce que dès qu'on se pose la question de l'optimisme ou du pessimisme, c'est qu'on est spectateur. Moi, je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Les optimistes ou les pessimistes sont que des spectateurs. Dès qu'on est un acteur, on n'est ni optimiste ni pessimiste. On joue le match et on essaye de le gagner. Et tout l'intérêt de la problématique de l'exposition, c'est de nous conduire à cette prise de conscience, en particulier par les œuvres contemporaines qui viennent interpeller notre conscience. Peut-être à ce sujet, pour donner un exemple. Oui, il faut absolument. Un certain nombre d'artistes ont été donc sollicités pour participer à cette exposition. Lorsque l'exposition se conclut, pas tout à fait la dernière image, mais le dernier moment, si je puis dire, puissant, je crois, de l'exposition, c'est Ai Weiwei qui nous l'offre. En fait, Ai Weiwei qui a conçu, que le Louvre a commandé une installation à Ai Weiwei. Et l'installation d'Ai Weiwei est très intéressante. C'est un grand plateau, à peu près de la taille de ce carré, et sur lequel il y a des bases de colonnes, qui sont des bases de colonnes de maisons traditionnelles de Chine, qu'Ai Weiwei a acheté et a installé là. Et au fond, il va nous livrer à ce moment-là à la fois une image tous les jours pour qu'on puisse en discuter. Il y aura à côté un film que Laurent Perrault a fait avec Jacques et dont nous pourrons discuter également. Et il y aura cette dernière salle, au lieu d'être une salle de contemplation, est une salle de débat, est une salle où on va s'asseoir sur les bases de colonnes et savoir si nous en faisons les témoins nostalgiques du passé de ces bases de colonnes, comme on peut le faire au théâtre antique ici, on dit c'est extraordinaire, ça a été une civilisation extraordinaire, les Romains, etc. Ou bien si c'est des fondations. Est-ce que ce sont des ruines ou est-ce que ce sont des fondations? Et au fond, c'est ça, vous serez invités à décider si ce sont des ruines ou des fondations. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui sont les artistes que vous avez sollicités? Je crois que vous avez voulu en solliciter de l'ensemble de la planète. Alors voilà, vous venez parler d'un Chinois. Chéri Samba, qui a fait une sorte de chronique très Congolais, inquiète du XXe siècle. Oui. Il y a Wael Choki, l'artiste Caïrotte, qui montre quelque chose de très intéressant, qui est la façon... Il s'est inspiré d'un paravent qui montre la prise de Mexico par les Cortés et la façon dont les Aztèques ont mis à mal, ont essayé de tuer leur empereur, n'est-ce pas, pour qu'ils ne se soumettent pas aux Espagnols. Et en fait, c'est un paravent dans lequel d'un côté il y a ce moment, la prise de Mexico, et de l'autre côté il y a le Mexico d'après, c'est-à-dire un Mexico chrétien avec ses fontaines, etc. Et tout d'un coup, ce Mexico d'après devient un message politique, évidemment, du conquérant. Et Wael brûle dans sa représentation ce Mexico d'après et montre la fragilité de cela. Juste je vais revenir sur qui sont les artistes, mais pour donner la parole à Dominique sur ce sujet-là, ce moment précaire du destin occidental en Amérique du Sud, en Amérique centrale, il est très intéressant et il fait écho dans l'exposition à une installation de Thomas Cole qui montre également le cycle
de l'aventure des empires. Peut-être tu peux en dire un mot pour montrer comment ça dialogue, ces choses-là. Merci Jean. La chance qu'on a pour l'exposition, c'est qu'on a aussi donc des très beaux prêts d'œuvres anciennes, et notamment on a pour la première fois présenté en France le grand cycle de Thomas Cole, qui est le premier grand peintre d'histoire américain dans les années 1830, qui est un grand cycle qui s'appelle Le Destin des Empires, donc qui est composé de 5 tableaux et qui a été inspiré par l'histoire de l'Empire romain, mais dans lequel Cole esquisse l'idée d'un nouvel empire qui, bien sûr, sera les États-Unis, ce qui n'est pas encore le cas au moment où il le peint, mais qui va être le cas. Et donc, ces 5 grands tableaux qui jouent sur cet effet de cycle. Toute destruction est une renaissance pour lui, et tout empire qui disparaît permet qu'il y en ait un autre qui vienne. Et ce qui est très troublant, et ce qui a beaucoup troublé les New-Yorkais au moment du 11 septembre 2001, c'est que Cole, pour les 2 derniers tableaux, celui de la destruction et de la désolation, avait fait des études, des esquisses sur l'endroit même où se sont érigés et sont tombés ensuite les tours du World Trade Center. C'est-à-dire que c'est assez troublant. Et cet aspect, comment dirais-je, presque prophétique, en tous les cas, de l'artiste qui avait dans sa démarche cet intérêt pour un empire passé pour faire advenir un empire nouveau. Donc ça, c'est vraiment une des très grandes forces, notamment dans l'art ancien de l'exposition, puisque c'est une découverte pour l'ensemble du public français et européen. Donc pour résumer, donc je disais Ai Weiwei, donc grand artiste chinois, Chéri Samba, grand artiste africain. Il y a 2 artistes français, Camille Enrault, qui travaillent sur la fragilité de la transmission de la connaissance et du savoir, en particulier avec ses ikebana qui évoquent cette fragilité, cette beauté des textes anciens. Il y a Isabelle Cornaro qui travaille, elle, sur la question très importante de la prédation des Occidentaux dans les mondes exotiques, si je puis dire, et la façon dont nous avons pris à la fois des connaissances, des richesses, et aussi dont nous les avons exploitées d'un point de vue humain cette fois-ci. Elle s'inspire pour cela d'une collection fabuleuse de 1826 d'objets en cire qui représentent les trésors du monde des Mascareignes, de l'île Maurice et ses environs, Rodrigue, etc. Et ce qui est extraordinaire, je crois, ce qui est important de savoir et que l'installation fait apparaître, c'est que les Mascareignes à cette époque-là, c'était 100 000 personnes, 100 000 habitants, 80 000 esclaves. Donc c'est des notions qui sont très importantes à souligner. Dans les autres très grands artistes de l'exposition, j'ai parlé de Wael Choquy, donc il y a évidemment Thomas Saraceno, un artiste argentin qui travaille sur la structure des villes du futur en s'inspirant des araignées. Il travaille avec l'IRCAM, mais évidemment l'interdépendance entre chacune des parties des sculptures qu'il fait en toile d'araignée évoque le monde polycentrique que Jacques travaille, bien entendu. Et puis il y a un très grand artiste qui explore ce qu'est l'humain. Il s'appelle Mark Manders, c'est un artiste hollandais. Il y a Geoffrey Farmer, qui est un artiste canadien qui travaille sur le sens de l'histoire en s'appuyant sur l'histoire de l'art, etc. Jacques Attali, justement, on voit bien que les grands artistes nourrissent tous une pensée sur le monde. Quelle place vous donnez à l'artiste dans le monde futur? Parce que finalement, quand on lit Brève Histoire de l'avenir, il n'a pas une grande place dans ce livre-là, en tous les cas. Il en a eu peut-être une dans d'autres. Non, il en a une. Oui. Quand je raconte les... L'artiste ou le poète, d'ailleurs. D'abord, il faut s'entendre... Je n'aime pas, quitte à fâcher un certain nombre de gens ici, que l'art soit réduit à sa partie picturale ou ce qui va avec la peinture. Pourquoi est-ce qu'il y a une sorte d'OPA qui a été fait sur l'art? Quand on entend art, on n'entend plus que le mot peinture. C'est absurde. La littérature et l'artiste ne se réduit pas au peintre, ni à la version moderne du peintre qui est l'installateur, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler. Donc pour moi, il faut d'abord avoir ce caveat au départ. Et donc, si on inclut cette dimension très large de l'art, évidemment, j'en parle dans ce livre tout le temps, puisque j'essaie de montrer que dans les 9 cœurs qui ont précédé la domination actuelle de la côte ouest des États-Unis, il y a à chaque fois non seulement une structure géopolitique, mais il y a aussi un artiste ou une conception de l'art au sens large qui s'est imposée. Et on peut nommer pour chaque, je le fais d'ailleurs dans ce livre, à chaque cœur, ville-cœur, un artiste qui est prémonitoire et qui annonce le changement. Donc les artistes, au sens large, sont évidemment l'avant-garde
évidemment l'avant-garde. Même si il y a aussi une autre forme d'art qui est l'art de la décadence, c'est-à-dire à un certain moment, quand une nation n'est plus dominante, elle produit une autre forme d'art qui est un art lié à sa propre nostalgie, etc. Donc, par exemple, à Venise, on trouve des artistes d'avant-garde au début de la puissance vénitienne, puis des artistes de décadence. Et il faut faire très attention à ne pas confondre les deux, parce que parfois on croit qu'ils sont d'avant-garde, alors qu'ils sont en fait les derniers signes d'une puissance qui s'envole. Et c'est là où les signaux faibles peuvent être des signaux faibles qui s'éloignent ou des signaux faibles qui se rapprochent, comme quand on écoute un tonnerre par rapport à l'éclair. Donc l'artiste est toujours quelqu'un qui indique des choses majeures. C'est vrai que j'ai écrit une histoire de la musique et que je fais passer cet art avant beaucoup d'autres. Mais je oui, découvre... c'était passionnant d'ailleurs, hein, cet ouvrage sur la musique. Vous racontiez comment à chaque étape finalement de l'histoire de la musique correspondait une économie en fait. La musique est prémonitoire, voilà, c'est le sujet de ce livre. Mais on peut faire la même chose et je travaille actuellement sur une histoire de l'image qui vous travaillez sur une histoire de l'image. Qui essaiera de dire cela. Alors de l'image, de l'image publicitaire, disons que toutes les images. Ça fait partie des 10 ou 12 livres que j'ai en chantier en ce moment. Ma réflexion, depuis 3 ans que je travaille avec Jacques, c'est quand cet homme dort-il. Voilà, je le confie parce que ça c'est un secret bien gardé. Dominique Dufourrieux, justement, c'est donc une exposition qui a lieu au Louvre. Alors, en dehors du fait que beaucoup d'œuvres provenaient du Louvre, qu'est-ce qui a poussé le Louvre? C'était pas forcément attendu que le Louvre aille vers ce type d'exposition. Non, c'est pas du tout une exposition attendue. C'est une exposition qui, à mon avis, d'ailleurs, va surprendre nos publics traditionnels. Je vais être très curieuse de voir l'accueil par nos publics les plus traditionnels qui n'ont pas l'habitude de ce genre de projet. C'est la première fois. Et on voit qu'en général, quand on surprend en ce moment, ça se passe mal. Hein. Écoutez, à Versailles, ça se... on va voir. Non, mais il y a un fond conservateur très fort. Il y a un fond conservateur très fort. Ça, c'est vrai. De ce point de vue-là, on verra bien. Mais c'est vrai que cette exposition telle qu'elle est, ce type d'exposition n'a jamais eu lieu au Louvre comme ça. Donc, c'est vrai que c'est une vraie nouveauté. En même temps, c'est aussi, une fois qu'on a parlé de nouveauté, c'est aussi une exposition qui fait appel à des processus, à des procédés habituels aussi d'exposition. Donc, après tout, c'est une révolution aussi, malgré tout, tranquille. Mais ce qui a poussé le Louvre à aller vers ce projet, je crois que c'est l'idée qui m'est très chère, c'est de dire que le musée, le Louvre en particulier, nous concerne aujourd'hui. C'est-à-dire que je reprends beaucoup ce que vient de dire Jacques tout à l'heure par rapport à l'enjeu de l'engagement et d'aller au-delà du spectacle, de ne pas seulement être spectateur, de dire que le musée et le Louvre en particulier ne sont pas simplement des lieux clos qu'on vient admirer pour dire qu'on y est allé puis on repart, mais ce sont des lieux dans lesquels se posent aussi des questionnements pour aujourd'hui. Et je vais en prendre simplement quelques-uns, mais quand on voit par exemple qu'au sein du Louvre, il y a la plus grande collection d'antiquités orientales de tous ces pays qui sont aujourd'hui meurtris et qu'on peut voir là que c'est dans ces pays-là qu'il y a 5000 ans est née l'écriture, quand on voit par exemple aussi au Louvre tout l'enjeu du dialogue entre les différents arts et entre les différents passages. On parlait tout à l'heure de Venise, mais cette idée de Venise, porte de l'Orient, qui a apporté à tout l'art européen du Nord d'autres éléments qui venaient de l'Orient, qui venaient de l'islam. Tout ça, c'est un potentiel de dialogue qui s'est tissé entre du XIVe, XVe, XVIe siècle et qu'on a un peu oublié, c'est-à-dire la possibilité de ces dialogues-là. Je prends simplement ces deux exemples-là. Donc c'est vrai que l'exposition pour le Louvre, c'est de dire, soyons clairs, c'est de faire venir de publics qui ne viennent plus aujourd'hui au Louvre parce qu'ils ne se sentent pas concernés par ce qui se passe au Louvre, donc des publics d'actifs notamment, des publics plus jeunes, et c'est la raison pour laquelle en termes de programmation on va essayer d'avoir vraiment une programmation très riche pendant les nocturnes des mercredis et des vendredis, de 19h à 22h. Donc, il va y avoir toute une programmation qui va accompagner l'exposition avec des conférences organisées régulièrement, avec certains des témoins que nous avons sollicités pour le catalogue. On va en parler du catalogue, qui vont aussi faire des visites croisées, donc pendant, il y a une dizaine comme ça de soirées, avec des étudiants de Sciences Po qui ont travaillé aussi par rapport au projet de l'exposition et qui vont aussi mettre en avant leurs projets et leurs réflexions. Donc on a un certain nombre d'éléments comme ça. Et l'exposition, si
je vais dire un gros mot pour un conservateur, vous allez me pardonner, c'est une exposition de conquête d'une certaine manière, si je peux dire, pour le Louvre. C'est-à-dire aller vers des publics qui aujourd'hui ne viennent plus, et ce que je trouve assez désolant, parce que ce qui m'anime très profondément, hein, et ce dont je suis actrice depuis déjà un grand nombre d'années, c'est dire que le musée est une institution d'aujourd'hui et de demain, et qu'elle a à nous dire des choses, non seulement sur un passé qui serait révolu, mais sur nous-mêmes, et sur nous-mêmes à la fois en tant que tels, mais sur nous-mêmes aussi avec les autres. Alors à propos du catalogue, je sais que vous avez fait un catalogue absolument conséquent et que vous faites appel, alors non pas forcément à des grands noms, des grands experts, mais vous avez fait les choses autrement. Alors qui veut en parler? Jacques? Non? Peut-être, c'est vrai qu'on a... L'idée vient de Jacques, d'ailleurs, et je lui en rends grâce, mais elle est, à mon avis, très intéressante. On a sollicité un certain nombre de personnalités, à la fois très, très célèbres. Je vais en citer juste simplement quelques-unes, comme Barbara Hendricks, qui a très gentiment accepté, comme Tony Melotto, comme Christian Portzamparc, donc Norman Foster, donc des personnes très célèbres. Mais on a aussi sollicité des jeunes gens, des jeunes gens qui ont moins de 30 ans et qui sont engagés aujourd'hui dans la vie d'aujourd'hui parce qu'ils sont entrepreneurs, avocats, blogueurs, publicitaires, etc. Ou encore jeunes étudiants. Et comment vous les avez sélectionnés? Alors on les a sélectionnés en fonction de personnes qui s'étaient notamment engagées dans les projets que Jacques avait conduits dans les dernières années, et puis aussi d'autres personnes que nous connaissions. Et on a envoyé un certain nombre de lettres. Alors de mémoire, je crois qu'on en a envoyé une centaine. On a eu 35 réponses de gens qui se sont engagés, ce qui est, je trouve, bien, parce qu'on leur demandait d'écrire un texte où ils nous donnaient leur vision pour 2050. Et on leur demandait aussi de nous donner une image qui n'était pas une œuvre de l'exposition, mais qui est une image telle qu'ils la voyaient. Et c'est assez intéressant parce que les images vont de la bande dessinée à la pâte ancienne, du cinéma, à parfois même des créations qui sont des créations de leur propre création. Donc ça, c'est très intéressant. Jacques, l'expo se termine, comme le disaient Jean et Dominique, sur les différentes figures du prophète, sur des instruments de divination. C'est quoi vos instruments à vous de divination? Encore une fois, j'ai un petit livre qui va paraître en septembre. Oui. Mais mes instruments de divination sont assez vastes et j'essaie dans ce petit livre d'expliquer comment je fais pour prévoir l'avenir. Mais disons que d'abord je respecte beaucoup les formes anciennes de divination. Dans ce petit livre, je raconte l'importance de l'astrologie, de la chiromancie, des techniques de hasard liées aux sociétés anciennes, qu'on est en train d'ailleurs de retrouver parce que toutes les technologies modernes de prédiction sont très liées au hasard. Étonnamment. Et toutes les techniques du Tibet, par exemple, que je raconte dans ce livre, sont en fait incroyables, prémonitoires des techniques modernes liées à l'utilisation de ce qu'on appelle les big data, qui essayent de trouver des technologies qui relient les corrélations aux causalités, mais qui font basculer la prédiction d'une prédiction causale à une prédiction corrélative. Et puis en même temps, pour ma part, je passe par un questionnaire. C'est-à-dire, si j'essaie de comprendre mon propre avenir, je me suis fait un questionnaire assez précis sur comment je peux prévoir mon propre avenir, qui marche assez bien. Et j'ai fait aussi ce questionnaire pour, si j'essaie de comprendre le vôtre, ou si j'essaie de comprendre l'avenir d'un musée ou l'avenir d'une nation, j'ai dans ma tête, et je le raconte dans ce petit livre, un questionnaire assez précis qui est une sorte de checklist. Et lorsqu'on a répondu à cette checklist, alors on peut assez facilement décrire l'avenir. Oui, mais souvent, quand on pose les bonnes questions, c'est qu'on a déjà en idée les réponses, parce que sinon, on ne pose pas les bonnes questions. Les questions, vous le verrez, sont ouvertes et conduisent aux réponses. Et les bonnes réponses sont des réponses qui surprennent. Si on a les réponses qu'on attend, c'est qu'on s'est trompé. Voilà. Maintenant, on n'est jamais sûr de rien et heureusement l'avenir est fait pour nous ridiculiser. Et si j'ai pris 2050, c'est peut-être parce que j'ai une toute petite chance de ne pas y être et donc de ne pas être confronté à la critique ce jour-là. Mais enfin, on ne sait jamais. Oui, parce que c'est pas évident quand même d'endosser comme ça cette figure de prophète ou de chaman que vous avez endossé là depuis quelque temps. Ça fait très longtemps que je travaille que là-dessus. Je travaille que sur... parce que je pense que notre destin n'a aucun sens s'il se limite à l'instant. Notre destin n'a du sens que si on crée les conditions pour qu'il soit meilleur après. Peut-être aussi parce que c'est une façon pour moi de vivre jusqu'en 2050 que de parler de 2050. Donc c'est une façon de créer une espérance de vie virtuelle.
Et aussi parce que, après tout, comme je ne suis pas loin de croire à la réincarnation, autant que le futur soit le meilleur possible si j'ai la chance d'y revenir. Jean, est-ce que le chaman par excellence, c'est l'artiste? Je sais que vous avez beaucoup travaillé sur ça. Je crois qu'il y a dans l'exposition, il y a une œuvre ou une installation de Beuys. Qu'est-ce qu'il y a de Beuys dans l'exposition? Il y a une célèbre image qui s'appelle Côme et Damien, et qui représente les Twin Towers tels que Beuys les a vus en janvier 1974, quand il a été pour la première fois à New York. Et il était cette année-là à New York pour des raisons assez particulière. C'est d'abord parce que c'était une période de crise pour l'Amérique. On est en pleine période, c'est la fin du Watergate, c'est la fin de la guerre du Vietnam, c'est le début des grandes crises avec le milieu, avec les grandes crises du pétrole, les problèmes d'embargo sur le transport du pétrole, etc. Donc on est dans un moment, et puis ces Twin Towers avaient été faits 1 an et demi auparavant, et montraient une sorte de triomphe incroyable de l'argent, de la puissance américaine. Enfin, c'était une des tours qui avait un fort contenu symbolique. Et donc, en mettant sur ces œuvres-là, en inscrivant Côme et Damien, il fait une drôle d'allusion. D'abord, il fait ça, et puis il les modifie pour qu'elles soient très jaunes. Ça évoque le sulfure d'argent qui est utilisé en alchimie pour la mutation, justement. Et cette question de Côme et Damien, qui sont des prophètes anargires, c'est-à-dire qui sont pas des prophètes, pardon, qui sont des guérisseurs, n'est-ce pas, qui sont des médecins. Anargires, ça veut dire qu'ils ne se faisaient pas payer pour pouvoir faire du bien autour d'eux. Et eh bien, il met leur nom là-dessus. Alors, ils sont anargires aussi. L'un des miracles les plus célèbres de ces deux jumeaux, c'était deux jumeaux, Côme et Damien, hein. L'un des miracles les plus célèbres, c'est d'avoir fait la greffe sur un corps occidental, hein, enfin sur un corps occidental, d'un mort, c'est-à-dire d'un musulman. Et donc, il y a une jambe de mort qui a été mise sur probablement un chrétien de l'époque. Donc, c'est ça l'idée de l'hybridation comme ça des religions et de la possibilité de parvenir à un corps qui soit d'une autre nature et qui soit transformé positivement par cette union. Donc il y a beaucoup de sens assez forts. La dernière chose, c'est que ce sont aussi deux médecins arabes, l'un et l'autre, hein, donc, et l'ensemble de cela fait qu'il désigne un grand symbole. La curiosité, mais c'était au fond une évidence quand on le décrit comme ça, c'est que ce symbole qui était les Twin Towers, il n'y a pas que lui qui a vu qu'elles avaient une force symbolique. Je veux dire, les terroristes ont vu que ça avait une force symbolique et donc elles ont été choisies pour des raisons assez voisines. Donc voilà une chose. Mais par rapport au chamanisme, juste pour dire en un seul mot, moi ce qui m'intéresse dans le chamanisme, il y a le diagnostic, il y a la prévision et il y a la guérison. Hein. Donc, mais dans l'action du chaman, c'est cette négociation qu'il fait avec les esprits pour parvenir à une guérison. Ce qui m'intéresse, c'est pas exactement ça, c'est comment est-ce qu'un objet chamanique est actif sur nos vies. Comment est-ce que tel objet porte un effet sur celui qui a besoin d'être confronté à cet objet pour une cure ou une autre. Et au fond, dans l'art, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment est-ce que l'art peut être une puissance active à la transformation de nous-mêmes et de nos consciences. Voilà là où se place ma relation chamanique à l'art en général. Est-ce que vous nourrissez des formes de superstition ou pas du tout, Jacques Attali ? Comme vous savez, être superstitieux, ça porte malheur, donc j'essaye de l'éviter. Voilà. Et vous n'avez pas d'objets chamaniques, c'est vous ? Des objets qui comptent vraiment, qui sont des objets de transfert ? Si. J'en ai un sur moi depuis 20 ans. Ah, d'accord. Mais c'est votre secret. Bien. Très bien. Écoutez, merci pour cette conversation. Je ne sais pas si autour de nous... On n'a pas dit un mot de l'exposition de Bruxelles, si vous permettez. Ah oui, avec plaisir, si vous voulez. Oui. L'exposition de Bruxelles est parallèle et complémentaire de l'exposition de Paris. C'est une exposition qui aura lieu au Musée des Arts Royaux à Bruxelles du 10 septembre au janvier, donc, et qui s'appellera 2050, brève histoire de l'avenir, et qui, elle, est très linéaire, puisqu'elle suit très précisément le plan du livre pour raconter les 5 chapitres de l'histoire de l'avenir en les confrontant à l'art contemporain avec des œuvres très intéressantes. Alors, je voudrais dire là-dessus, Jacques, d'abord... Et Jean en est le conseiller scientifique. Non. Alors, qui en sont les commissaires ? Alors, les commissaires sont M. De Sève et Mme Beaulois, qui sont avec M. Michel Draguet, qui est le patron du musée des Arts Royaux, qui ont fait un travail magnifique. Je voudrais dire justement sur ces 5 vagues de l'avenir, puisqu'au fond l'exposition du Louvre
s'arrête à un moment où l'avenir est proposé aux visiteurs pour qu'ils puissent s'en emparer. Ces 5 vagues de l'avenir, elles ont été décrites par Jacques. Je pense que ça devait être autour de 2000, 2001, 2002. C'est à peu près. Donc il y a une quinzaine d'années que le livre a été rédigé. Et elles sont. C'est ça qui est assez étrange, et c'est pas mal que tu en dises un mot, Jacques, malgré tout. 10 ans après, l'analyse est viable. Tu l'as quasiment pas transformée quand tu l'as prononcée hier. C'est les mêmes choses. Non, d'ailleurs, quand j'ai actualisé, j'ai rien changé dans l'actualisation sur la partie future. J'ai juste changé sur la partie qui se passe entre 2005 et 2015 pour essayer d'introduire les 10 années actuelles. Mais sur le futur, j'ai absolument rien changé. Non. Heureusement ou malheureusement, ça se déroule exactement comme... les hyper-conflits, l'hyper-empire, toutes ces notions sont... Ça se passe un petit peu plus vite et un petit peu plus ample que je pouvais l'écrire à ce moment-là, mais ça reste... Je persiste et signe, voilà. Persiste et signe. Est-ce qu'il y a parmi vous des questions? Ici, Natacha. Là. Alors, on va vous passer un micro, oui. Ce qui est intéressant et je dirais ambigu avec Jacques Attali, c'est son côté multifacette. J'ai été très étonné de la fin de la conférence performance de Prophète Mage hier soir, parce que ça se termine sur des images de la Révolution française, de Valmy, comme si c'était un appel à la Révolution. Or, dans le livre, il y a plutôt une perspective, je ne sais pas si elle est optimiste, mais un acte volontariste de Jacques Attali de parler, j'ai l'impression que c'est quand même son dada, le gouvernement mondial comme une super Union européenne. Et ce qui est très étonnant, c'est que dans les actes de pouvoir tels qu'on a pu les percevoir, moi, je le perçois comme un accompagnateur ou un acteur du tournant libéral du gouvernement de 81, un conseiller qui prône toujours les dérégulations et finalement la concurrence pure et parfaite, et donc qui accompagne le marché. Et on est donc étonné de le voir finalement critiquer dans une assemblée comme ça le marché, les risques mondiaux et par exemple sur la Grèce de critiquer fortement Syriza, donc d'aller dans le sens plutôt allemand et Commission européenne. Et bon, hier, finalement, on n'assume ni cette position sur la Grèce, ni cette lubie de super Union européenne, d'espèces de technocrates qui privent les peuples du pouvoir politique, comme l'a dit Juncker. Alors bon, évidemment, c'est pas facile d'assumer aujourd'hui qu'on ne peut plus faire de politique, qu'il faut respecter les traités. Donc je voudrais savoir pourquoi cette fin bizarre d'appel révolutionnaire qui, moi, me gêne pas. Ça vous déçoit de voir que je suis plus proche de vos idées que vous ne le croyez. Hein. Ça vous déçoit. Vous aimeriez bien que je sois votre ennemi, mais ça vous ferait plaisir. Mais la façon que vous avez de me traiter en ennemi consiste à ne pas me lire, monsieur, et à croire les idées que vous voudriez me prêter, mais qui ne sont pas les miennes. Si vous aviez lu mes livres, si vous aviez lu le rapport dont vous parlez, vous auriez vu qu'il n'y a absolument pas question de dérégulation, d'aucune façon. Qu'il est au contraire question dans le rapport que vous avez cité implicitement d'un renforcement du rôle de l'État. Si je parle d'un gouvernement mondial comme une utopie, c'est parce que je suis convaincu que si on n'est pas un État de droit mondial, on court au chaos. Et à ma connaissance, mis à part un gouvernement synarchique et technocratique ou dictatorial, la seule façon de mettre en place, dans une petite ville, dans une nation, en Europe ou à l'échelle du monde, un État de droit, c'est d'avoir un gouvernement, évidemment démocratique. Et donc pour moi, vous ne le verrez pas, et moi non plus, mais il y aura un gouvernement mondial où l'humanité aura disparu. Et de même, en Europe, nous sommes en train de créer un gouvernement européen, avec un Parlement européen, avec une démocratie européenne. Sinon, l'État de droit sera ce que vous craignez et que vous me reprochez à tort, c'est-à-dire un État de droit technocratique et qui échappe au peuple. Vous ne pouvez pas échapper à cela. Alors, le gouvernement mondial, c'est-à-dire la démocratie mondiale, l'état de droit mondial, n'est qu'une des dimensions parmi d'autres
de ce dont je parle. C'est une dimension parmi d'autres. Mais si vous voulez, par exemple, échapper aux paradis fiscaux, qui sont d'ailleurs magnifiquement décrits dans une exposition qui est à Arles en ce moment, vous n'avez aucune façon d'échapper aux paradis fiscaux sans un gouvernement mondial. Vous n'y échapperez pas. Parce que sans un gouvernement mondial, il n'y aura pas de police mondiale, pas de justice mondiale, pas de prison mondiale, et il y aura toujours un paradis fiscal. Et donc, vous ne pouvez pas avoir l'un sans avoir l'autre. Et de ce point de vue, je me trouve d'une extrême cohérence, au contraire. En faisant la description d'un monde qui court au chaos si le marché l'emporte contre les nations, mais en même temps, à dire que face à cela, la seule réponse, c'est premièrement d'avoir un état de droit qui s'impose au marché, qui nous libère des forces du marché, mais qui ne peut pas être un état de droit local, qui ne peut pas être un état de droit de Arles ou des Grecs. Les Grecs, sans l'Europe, retourneraient au néant, dans lequel ils retourneront demain si après la palinodie de M. Tsipras, qui a fait voter non au référendum pour le lendemain proposer lui-même une solution qui est encore pire que celle qu'il a fait reposer, qui montre la négation par ce monsieur de la conception même qu'on peut avoir de la démocratie. Si la Grèce sort de l'Union européenne, elle sera la victime, et seulement elle. Mais nous construirons, nous, une nation européenne avec un pouvoir démocratique qui créera, je crois, j'espère, les conditions de ce gouvernement qui tiendra compte de l'intérêt des générations suivantes, qui donnera le droit de vote aux générations suivantes. Parce que c'est ça la seule condition pour qu'une démocratie soit durable. Bien, alors, Jacques Attali doit prendre un train, donc s'il y a une question, ce sera la dernière, parce qu'il voilà, sinon il faudra qu'on le libère. Voilà. Bon, bah écoutez. Merci, c'est pas parce que j'ai...